Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Alors, c'est con, mais cette scène de la Cité de la Peur me fait mourir de rire à chaque fois. C'est pas fin, c'est pas subtil, ça ne plaira sûrement pas à tout le monde, et même pour moi, il y a quelqu'un que j'aime pas à l'écran, mais ça marche. L'humour a une part importante dans nos vies et est donc forcément très présent dans les histoires que l'on raconte, que ce soit dans les films, les séries ou les jeux vidéo, qui aiment souvent placer un trait d'humour plus ou moins souvent pour nous arracher un rire. Et quand ça marche, généralement on aime. Et quand ça marche pas, c'est un peu relou. D'autant plus quand c'est à répétition. Mais comment ça marche et pourquoi les auteurs et scénaristes veulent absolument muscler nos zygomatiques? On va s'interroger là-dessus aujourd'hui. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus. Et surtout, donnez-moi les moments les plus drôles que vous avez vus dans une œuvre de fiction, qu'on se régale tous en parcourant les commentaires. Puis n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour la régalade totale. Bon, d'abord, disclaimer quand même. Il n'y a pas grand-chose d'aussi subjectif que l'humour. Je veux dire, l'humour absurde, c'est pas pour tout le monde. Les valeurs et le vécu de chacun influencent ce qu'on trouve drôle ou non. Et bien sûr qu'on va reparler de ça. Donc, peut-être que des extraits que je vais montrer vont vous sembler pas drôles et je vais pas essayer de faire de l'explication de blague à outrance pour vous les faire aimer. Cependant, les étudier et les expliquer permet de mieux les comprendre, les utiliser et voir les différences de subtilité qui rendent certaines blagues problématiques ou non. Bon, reprenons la scène de la Cité de la Peur que je vous ai montrée au début de la vidéo. Pourquoi elle marche? Oui, je viens de dire, je vais pas trop faire d'explication de blague, mais suivez-moi, vous allez voir. On a une discussion entre deux personnages. Le commissaire proposant un verre à Odile pour se détendre, alors qu'il y a quand même un peu de tension sexuelle entre les deux. Et quand elle dit juste un doigt, on sait tous qu'il s'agit de ne prendre qu'un tout petit peu d'alcool. Et à part les esprits les plus libidineux, le « vous ne voulez pas un verre d'abord » surprend. On s'attend à ce qu'il la serve et qu'il discute pour que la tension continue de monter. Pas qu'il ait compris ça comme partir direct à la 3e base alors qu'il joue au tennis. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une violation à plusieurs niveaux. De la logique, des attentes et de tabous. Et en plus, cette violation ne cause a priori pas de problème au spectateur quand il le résout dans sa tête. C'est la principale théorie retenue pour expliquer l'humour de nos jours, celle de la violation bénigne. Celle-ci dit que pour susciter le rire, il faut qu'il y ait violation d'un principe, qu'il soit sociétal, vis-à-vis des mœurs, des tabous, de la bienséance, du langage ou bien d'autres normalités. Comme ici, dans Vox Machina, série d'heroic fantasy avec un humour parfois un peu potache, où, dans un grand moment de tension face à une menace pressante, un gros ennemi bien badass, le groupe de héros obtient un avantage décisif en... Oh God. Ça surprend à la fois parce que c'est original comme solution, parce que ça va pas trop avec les habitudes héroïques, dirons-nous, puis parce qu'on s'attend pas à ce que la solution soit... Un doigt dans le pétou sous le regard de Pétain. Bon, et la deuxième partie importante, c'est que cette violation est bénigne. Alors, dans l'idée, ça veut dire que ça ne fait pas de mal. Mais vous vous doutez bien que ça fait du mal. Mais il y a une distance face à cette violation vis-à-vis du spectateur. En effet, déjà, l'animation dans un contexte d'heroic fantasy comique aide au fait que l'on sache inconsciemment que c'est pour de faux. De plus, ça arrive à un méchant auquel on aime qu'il arrive quelque chose de sale. C'est donc une violation bénigne pour le spectateur, tout comme la scène de la Cité de la Peur où il ne se passe finalement rien de grave. Mais l'on pourra noter que comme la violation est aux dépens de quelque chose, elle est du coup souvent aux dépens de quelqu'un. Mais on reviendra là-dessus plus tard bien entendu. Par contre, l'aspect bénin est indispensable. J'ai vraiment besoin de vous expliquer? Bon
Nina dans FMA ou la mort de Mufasa dans le Roi Lion, il y a violation et notre Kokoro aime pas trop, car le mécanisme derrière l'humour, tel qu'on l'analyse dans cette théorie, est que le cerveau se met en alerte face à une violation, mais se relâche grâce à l'aspect bénin, causant le rire. Du coup, petite parenthèse, mais l'un des exemples que vous voyez souvent et extrêmement parlant de tout ça, c'est quand des œuvres brisent le quatrième mur. Bah ouais, il y a violation des principes fondamentaux même de la fiction, et c'est totalement bénin, car souvent sans conséquence. Mais on y reviendra plus tard encore une fois, Fleabag. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pour ça qu'on en voit relativement souvent et expliquer son efficacité plutôt simple. Bon, maintenant que l'on a expliqué la principale théorie contemporaine sur l'humour et qu'on ne va pas aller vraiment sur d'autres car pour la plupart ça se recoupe pas mal, faudrait peut-être voir pourquoi on fait l'humour dans nos œuvres favorites. Alors oui, merci Captain, c'est pour faire rire. Merci pour ton input, mais pourquoi ? Il y a plusieurs objectifs. Être juste tout simplement fun parfois, surtout quand ça balance 500 vannes à la minute et provoquer un effet cathartique. Bon, vous l'avez sûrement appris au collège ou au lycée, mais petit rappel sur la catharsis. Alors, c'est l'idée selon laquelle le rire ou les larmes permettent une purification de l'esprit quand on les vit. Quand on rit aux éclats face à une blague ou que l'on pleure face à une histoire d'amour tragique fictionnelle, l'on en vient à oublier nos propres problèmes et se sentir mieux. Bon voilà, Madame Leblond, j'ai retenu vos leçons, c'était il y a longtemps, mais des bisous à vous, je vous embrasse. Après, ça c'est le grand but, mais il y a des utilisations concrètes avec un objectif narratif, comme par exemple nous attacher à un personnage. Alors un exemple qui dépasse ma compréhension dans une série somme toute moyenne, ça va être Felicity dans Arrow ou Cisco dans Flash. C'est le même personnage basiquement. C'est le personnage tech avec plein de geeks qui sert de comic relief tout du long de la série et qui n'est pas à un trait d'humour près. Et c'est pour cela qu'ils sont populaires. Comme ils sont supposément drôles, on a tendance à plus s'attacher émotionnellement, ce qui est assez logique. Bah ouais, quand quelqu'un te fait marrer, c'est plus facile de devenir pote, hein, je vais pas vous faire un dessin. Mais parlons-en un peu plus en détail de ce rôle de comic relief. Ou soulagement comique dans la langue de Céline. Tout est dans le nom et vous remarquerez que ça rejoint pas mal la théorie de la violation bénigne dont on parlait. Car il s'agit souvent d'un personnage, alors pas toujours mais pour simplifier on va dire que c'est un personnage, qui est là pour baisser la tension, souvent à contre-courant, pour soulager et faire respirer à la fois l'œuvre et le spectateur. Alors on pourrait parler de Jar Jar Binks, bien sûr, qui ne marche pas comme comic relief parce que bon, il est plus insupportable qu'autre chose. Et bien que l'humour pipi caca prout, ça puisse fonctionner, attention, hein, je juge pas. C'est un art subtil, non maîtrisé ici, en plus d'être hors de propos dans son contexte épique, mythologique et politique. Mais je vais plutôt vous parler d'une scène spécifique dans It chapitre 2. Bon, It, livre puis film sur un monstre clown qui bute des enfants puis des adultes dans la ville de Derry. Et oui, c'est de l'horreur. Après, horreur et humour ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, It en fait la preuve à plusieurs moments. Mais il y a cette scène. Alors on voit bien que de base on est face à un danger, mais là du coup on a un combo vomito puis musique hors de propos sur le personnage d'Eddie avec direct une fin de menace. Alors ce n'est pas le personnage dédié au comic relief dans l'œuvre, même s'il y participe, mais cette scène est tellement hors sol en termes de tension, elle sort tellement des enjeux du film et est tellement décorrélée de tout ce que l'on peut voir dans le film. Et j'insiste surtout par la musique qui est carrément hors sol. Il y a un objectif d'humour pour dédramatiser, mais ni au bon moment en termes de timing dramatique, ni dans la forme qui rappelle les pires heures des films doux et balls. La violation est là en termes physiques, en soi bénigne, mais provoquant quand même du dégoût. En plus d'un effet what the fuck, mais pas le bon what the fuck. Plus le what the fuck, mais qu'est-ce que je viens de regarder là ? J'aimerais parler aussi un peu de Roman dans la saga Fast and Furious. Alors je suis pas spécialement un grand fan de la saga, mais il est un bon exemple d'un problème commun des comic relief, sa répétition.
C'est d'autant plus vrai au fur et à mesure de la saga. Mais si vous regardez bien, à peu près à chaque fois qu'il est sur une scène, elle se conclut par une petite blagounette de sa part. Et toujours dans le même registre d'humour sans surprise. Au point qu'au bout d'un moment, tu sais comment ça va se conclure et tu peux même pré-shot la blague. Ce qui désamorce complètement l'humour. Parce que si tu peux anticiper la blague, il n'y a pas de violation, donc ça tombe à plat. Par contre, pour un bon exemple de comic relief réussi, je vais peut-être vous étonner, mais vous connaissez Kronk ? Oui, un comic relief dans une comédie. Et un super bon de surcroît. Mais pourquoi donc ? La plupart des gags autour de lui sont des violations autour de la logique. C'est souvent absurde, ce qui est complètement dans le ton du film. Et c'est souvent bénin, dans le sens où bien que ce soit souvent au détriment d'autres personnages, il y a souvent une forme d'innocence dans ses actions. C'est un bon gars, un peu teuteux, au service de la mauvaise personne. D'ailleurs, là où il est un vrai comic relief, c'est qu'il compense souvent les aspects malfaisants d'Yzma. Et ça marche et il est hilarant. Et pourtant, c'est pas facile d'être un comic relief dans un film comme Cusco qui m'étraille des blagues à la même cadence que je tire des balles avec ma Oudin sur Valorant. Sauf que lui, il touche. Mais par contre, l'humour a d'autres fonctions que de faire tomber la tension ou dédramatiser. Comme je le disais avant de faire plus long que ce que j'avais prévu sur les comic relief, l'humour permet de nous attacher plus rapidement et facilement à un personnage. Mais il permet aussi d'en apprendre plus sur ce personnage, son développement et ses relations. L'un des meilleurs exemples de ça est le personnage de Fleabag dans Fleabag. Trentenaire célibataire à la vie familiale délétère et professionnelle pas tout à fait d'équerre, l'un des gimmicks principaux de la série est le fait que Fleabag casse régulièrement le 4e mur pour des commentaires plutôt caustiques ou des regards caméra impliquant le spectateur, et c'est souvent très drôle. Je vous ai déjà expliqué en quoi le fait de briser le 4e mur est une violation classique et efficace, mais il faut ajouter à ça qu'en général, Fleabag va fort dans les transgressions morales et sociétales. Puis, elles sont bénignes, car souvent Fleabag a elle-même conscience du caractère transgressif de ce qu'elle fait, et elle en rigole souvent, elle-même avec le spectateur. Mais j'aimerais pointer un moment en particulier. Fleabag a beaucoup de mal dans sa vie sentimentale, notamment à régler sa vie sexuelle. Sauf que voilà, elle rencontre un prêtre. Oui, un prêtre. Vous voyez possiblement bien le problème. Bah ouais, elle est majeure. Non, en fait, c'est surtout que elle aime beaucoup jouer au Uno et lui, il a pas le droit. Mais voilà, il y a une connexion qui se fait entre les deux. Et arrive cette scène. He's a bit annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing, it's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath there. Nothing. Tell me, come on, No. tell me. Nothing. What Nothing. are you doing? No, stop being so churchy. I'm not being churchy, I'm just trying to get to know you. Well, I don't want that. Là où jusqu'alors ces moments où le 4e mur se fait défoncer étaient un peu des safe zones pour Fleabag et le spectateur, le prêtre le remarque et s'y mise dedans. Donc à la violation habituelle, on en rajoute une autre qu'on n'attendait absolument pas. Et elle est bénigne, car le prêtre ne force pas et est plutôt bienveillant avec Fleabag. Mais ça nous raconte tellement de choses sur les personnages. Déjà sur Fleabag, qui bien qu'elle utilise cet humour méta comme mécanisme d'autodéfense vis-à-vis de ses propres sentiments, elle est ici surprise, car elle est mise à nu par ce prêtre et donc vulnérable, et ça la trouble. Quant au prêtre, l'on comprend qu'il voit la vraie Fleabag. Au travers de son masque, de ses défenses, ça établit qu'ils ont tous les deux un vrai lien, contrairement à toutes les relations passées avant dans la vie de Fleabag. C'est donc de l'humour utile à l'histoire tout en jouant avec les codes narratifs et faisant, ma foi, rire quand on le vit dans l'instant. Non, vraiment, regardez Fleabag, c'est incroyable, vraiment. Donc, l'humour, c'est là pour faire rire, dédramatiser, développer les personnages, mais ça peut servir aussi à intensifier le drame. Bah ouais, comme on s'attache aux personnages rigolos plus facilement, c'est un moyen rapide et facile de créer de l'empathie
pour que quand il arrive un truc sale, ça fasse d'autant plus mal. Je pense notamment à Miles Hughes dans Full Metal Alchemist. On le voit peu, mais on s'attache car il fait souvent des interventions saugrenues liées à sa fille, donc on l'aime bien parce que c'est mignon. Puis boum boum, canné le bouc. Et je pense que peu sont restés insensibles à son enterrement. Et une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, j'aimerais vous parler très rapidement de Parasite, qui est fondamentalement un drame, hein, mais qui est très drôle. Mais comment il utilise son humour ? Principalement dans sa première moitié, pour nous mettre en confiance, nous installer un truc sympa, même si on a des indices de trucs vraiment pas cool. Et là, boum, le plot twist qui te met un cul sec derrière la nuque. Bref, j'insiste pas là-dessus, mais voilà. L'humour a bien plus d'utilisation que le rire pour le rire. Après se pose la question, y a-t-il un bon humour ? Vaste question, comme j'ai dit, c'est subjectif. Certains vont adorer l'humour absurde d'un Monty Python, et d'autres passer complètement à côté. D'autres seront sur le charme de l'humour bien caustique d'un South Park, et d'autres trouveront ça juste lourd. Et donc, inévitablement, revient le sempiternel. On peut rire absolument de tout, Mais pas avec tout le monde. mais pas avec tout le monde. Ah bon. Voilà, c'est Alors, je vous recommande la vidéo de Bolchegeek sur la chaîne de l'Humanité qui parlera bien mieux que moi de certaines choses. Mais je vais me permettre de paraphraser un petit peu. Premièrement, apprenez à utiliser cette citation, bordel. Car bon, quand on voit ceux qui l'utilisent le plus souvent, sachez quand même qu'ils se plaignaient surtout de devoir inviter le raciste antisémite en chef de l'époque. Hein. Donc bon. Deuxièmement, on peut voir que toutes ces questions de « on ne peut plus rien dire » sont liées souvent à la cible de l'humour. Oui, la surprise est totale. Et ça rejoint vachement la théorie de la violation bénigne, justement. Comme on disait plus tôt, l'humour est souvent aux dépens d'une personne. Mais c'est souvent l'aspect bénin qui rend ça supportable pour le cerveau. C'est ce qui fait la différence entre Dieudonné, qui se moque des juifs et de la Shoah, et des proches qui se moquent des nazis, et de ceux qui pourraient dire qu'il faut que les juifs fassent la paix avec leurs oppresseurs. Alors, c'est tentant de trouver ça complètement con, mais si vous réfléchissez un peu au contexte actuel, dans un cas ce n'est pas bénin, car on parle de choses horribles en se moquant des victimes. Dans l'autre, celui qui est moqué est l'oppresseur, et ceux qui ont un raisonnement absurde, soutenant des putains de nazis. Donc là, on a tendance à ne pas se sentir choqué. Alors bien sûr, certains riront aux blagues du premier, mais ça en dit plus sur là où ils placent leur empathie qu'autre chose. Mais je dis ça, je dis rien. Après, comme je disais, c'est subjectif, mais j'aime prendre l'exemple de City Hunter ou Nicky Larson. Le personnage est horrible avec les femmes, et dans les mœurs actuelles, on pourrait penser que ça passerait beaucoup moins. Pourtant, le personnage revient régulièrement pour des films, spin-offs, épisodes spéciaux ou nouvelles adaptations. Et ça, c'est principalement parce que l'humour, ce ne sont pas les agressions de Rio, Nicky si vous préférez, mais le fait qu'on le moque, lui, et qu'il soit puni pour ça. Après, ça peut tout de même déranger des gens. Et c'est normal, tout dépend où tu mets le curseur au niveau de la perception de l'aspect bénin de la violation. C'est là-dessus que tiennent certaines séries que l'on pourrait qualifier parfois de caustiques, comme Philadelphia ou South Park d'ailleurs. Vous noterez d'ailleurs que souvent certains diraient que on peut plus faire ce genre de blague aujourd'hui, mais ces shows-là existent toujours, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ce que certains pourraient croire. Bon, j'ai basiquement dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et vous pourriez dire que je l'ai survolé. Et vous auriez putain de raison. On aurait pu parler des différentes formes d'humour, et les analyser en profondeur, expliquer ses formes spécifiques en fonction du médium, ou j'aurais pu être bateau et vous parler des chutes de blagues, et de caca-prout, tout ça. Mais d'un, la flemme, voilà, franchement. De deux, je pense pas que ce soit la partie intéressante de la réflexion autour de l'humour et comment l'utiliser pour raconter une histoire. Le point essentiel, c'est de voir que c'est un outil narratif qui, comme tous les autres, a ses règles et doit être bien utilisé pour être efficace. Et que parfois, ça peut sembler à contre-emploi, mais qu'il est là pour bien plus que juste vous tirer un rire. Mais j'aimerais conclure avec une petite recommandation. Regardez Ted Lasso. Vous voulez rire ? Check. Vous voulez du développement de personnages par l'humour ? Check. Vous voulez une œuvre qui vous fait réfléchir au travers de blagues ? Check.
Vous voulez des comic relief qui font bien leur boulot après une scène dramatique? Check. Vous voulez vous attacher à des personnages drôles? Check. Vous voulez vous sentir bien grâce à une blague bien placée après un moment d'émotion? Check. Vous voulez une série qui place le curseur parfaitement sur tous ces sujets et à une justesse émotionnelle folle? Check. Regardez Ted Lasso pour comprendre ce qu'est une utilisation parfaite de l'humour à tous les niveaux. Merci de m'avoir écouté déblatérer sur l'humour dans cette vidéo en espérant que je n'ai pas dit trop de bêtises et vous avoir fait découvrir un ou deux petits trucs. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire tout ça et j'espère que la visionner n'aura pas été trop désagréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fera énormément plaisir. Puis, lâchez des pépites d'humour en commentaire qu'on se tape le bide tous ensemble, ça serait génial. Puis n'hésitez pas à découvrir d'autres vidéos sur la chaîne. Je traite de plein de sujets liés à la narration et à diverses œuvres de fiction, donc faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.